Bonjour, dans cette capsule, nous allons aborder l'intégration du développement durable en entreprise. Le management par le développement durable nécessitant un changement profond, il s'agit essentiellement dans cette capsule de voir comment une entreprise peut intégrer le développement durable de façon agile. La démarche d'intégration du développement durable peut se déployer dans l'entreprise selon 5 étapes: vision, diagnostic, plan stratégique, plan d'action et enfin contrôle. Nous allons présenter ces 5 étapes dans les slides qui suivent. Commençons par l'étape vision. Cette étape est cruciale car elle consiste tout d'abord à s'assurer de l'existence d'un dirigeant convaincu et de nommer un responsable développement durable. Nous détaillerons ces 2 points plus loin. Elle consiste également à réaliser une phase d'information qui permet aux dirigeants de se former et s'informer à travers des visites d'entreprise, consultation des benchmarks, contact avec les fédérations professionnelles et les organismes de soutien tels que l'ADEME en France, etc. Elle consiste enfin à réaliser une phase de synthèse au cours de laquelle le comité de direction définit sa vision, c'est-à-dire l'état futur de l'entreprise engagée dans le développement durable. Ce graphique montre le pourcentage des entreprises ayant cité l'une de ces raisons pour faire du développement durable. On remarque en premier lieu l'importance du client dans le déclenchement de la démarche. Elle souligne également l'importance des changements de comportement et des campagnes de sensibilisation des consommateurs pour diffuser le développement durable. C'est la demande de développement durable qui en effet stimule l'offre. Il est à signaler également que le développement durable n'est pas en contradiction avec la réduction des coûts de fonctionnement de l'entreprise, contrairement à ce que l'on peut croire. Ce slide montre les justificatifs économiques pour convaincre les dirigeants des opportunités que peut offrir l'adoption de la démarche du développement durable. Il s'agit globalement de diverses actions de réduction des coûts, telles que les frais généraux, les consommations de matières premières pour le produit et pour son emballage, les pertes et les déchets en production, ou encore la dimension du produit et les volumes à transporter et à stocker. Il s'agit également de diverses actions d'augmentation de recettes, comme la conquête de nouveaux marchés, le développement de produits nouveaux, ou encore la valorisation des déchets. On soulignera à ce niveau l'importance de cette phase au cours de laquelle se précisent les raisons de s'engager dans le développement durable. Si ces raisons ne sont pas claires, elles ne pourront pas être communiquées le moment venu au personnel. L'adhésion de celui-ci, indispensable à la réussite du projet, sera d'autant plus difficile à obtenir. Nous indiquons dans ce slide les 3 options les plus courantes pour définir la position d'un responsable développement durable. Ce dernier peut être rattaché soit à la direction générale, soit à la direction qualité, sécurité, environnement, soit à la direction des ressources humaines. On peut évidemment imaginer d'autres affectations. L'important est que le responsable du développement durable ne devienne pas propriétaire de la fonction, mais qu'il réussisse à ce que l'ensemble des managers de l'entreprise se l'approprient. On notera que dans certaines entreprises, le responsable développement durable est également chargé de la déontologie et de l'éthique. Quel que soit le poste de rattachement, le responsable développement durable est chargé de préparer le plan stratégique et animer le plan d'action, assurer la veille réglementaire et technologique, organiser des benchmarks et des échanges avec des entreprises, développer et animer un réseau de correspondants développement durable dans tous les services, former le personnel et aider tous les services à intégrer le développement durable dans leur démarche, communiquer en interne et en externe, et enfin assurer le reporting du développement durable via des indicateurs. Le diagnostic est la deuxième étape de la démarche d'intégration. C'est une composante importante dans la conduite du projet d'intégration, car c'est là que se définissent les champs prioritaires. La méthodologie s'apparente par certains aspects à celle utilisée dans un diagnostic environnemental, mais elle en diffère par la prise en compte d'un ensemble plus large de parties prenantes. À noter que toutes les phases qui suivent depuis le diagnostic jusqu'au contrôle concernent une entité que l'on peut considérer comme homogène. Dans le cas d'une grande entreprise,
composé de plusieurs établissements ou plusieurs divisions, il peut être nécessaire d'établir un plan de mise en œuvre distinct pour chaque entité. Cette partie consacrée au diagnostic utilise largement des idées provenant du livre Développement durable, l'intégrer pour réussir, ainsi que Dictionnaire du développement durable. Pour plus d'informations, veuillez consulter la bibliographie en fin de cette capsule. La phase état des lieux du diagnostic consiste d'abord à réaliser un audit de l'existant, soit en interne, soit par une société extérieure. Pour l'audit en interne, on peut utiliser les questionnaires proposés par l'AFNOR, l'ADEME et d'autres organismes. Elle consiste ensuite à mesurer les principaux indicateurs utilisés en développement durable, tels que le bilan carbone, la quantité de rejet, etc. Et si possible, comparer ces indicateurs avec ceux des benchmarks. Puis lister sur cette base les points forts et les points faibles de l'entité étudiée. On peut utiliser à ce niveau les formats d'indicateurs proposés par le Global Reporting Initiative, dont on parlera dans l'étape contrôle. Cette phase consiste d'un autre côté à analyser les principales tendances du marché, de la réglementation, de la concurrence, etc. Et à préparer enfin la suite du diagnostic par une analyse des enjeux et des parties prenantes de l'entité étudiée. Pour préparer cette liste des enjeux et la liste des parties prenantes, on peut utiliser les propositions du guide AFNOR SD 21000 que nous allons découvrir dans les slides suivants. Nous allons entamer maintenant la mesure des enjeux. Tout d'abord, un enjeu est défini dans le présent contexte comme une préoccupation de développement durable que l'entreprise sélectionne comme objectif de sa politique. Exemple, traitement de déchets, éco-conception, achat vert, etc. La liste des enjeux pourra être établie en groupe de travail par le comité de direction élargi aux experts. On pourra utiliser notamment des listes existantes, comme celle établie par le guide AFNOR SD 21000 que vous voyez sur ce tableau. La liste présentée par le guide AFNOR SD 21000 est subdivisée en 5 groupes. Groupe gouvernance et pratiques managérielles, groupe enjeux transversaux du développement durable, groupe performance économique, groupe responsabilité sociétale et groupe responsabilité environnementale. Chaque groupe présente des enjeux homogènes. À titre d'exemple, le groupe responsabilité environnementale comporte les enjeux que nous avons présentés dans la section 1 et qui ont un impact environnemental, à savoir la consommation et la pollution de l'eau, la consommation de l'énergie, la pollution de l'air, etc. Cette table pour l'évaluation de la performance est extraite du livre Développement durable, l'intégrer pour réussir, voir bibliographie. Il utilise une classification graduelle de la performance par rapport à un enjeu allant du niveau 1 jusqu'au niveau 5. Un enjeu situé au niveau 1 correspond à un enjeu pour lequel l'entreprise ne perçoit pas d'intérêt ou bien elle s'y oppose. Un enjeu de niveau 5 correspond à un enjeu pour lequel l'entreprise a progressé depuis plusieurs années de façon innovante. Elle est considérée comme une référence au benchmark à ce sujet. Cette note peut être attribuée de différentes façons. La plus courante consiste à réunir un groupe de travail composé de managers représentant les différents services concernés. Les différents enjeux sont commentés et après que les remarques des uns et des autres aient été consignées, un consensus est recherché pour définir une note commune. Pour évaluer l'importance, on utilise également une table pour classifier les enjeux du niveau 1 jusqu'à 5. Un enjeu situé au niveau 1 correspond à un enjeu peu conséquent pour l'entreprise. Sa maîtrise n'est pas à l'ordre du jour. Il peut être laissé de côté. Par contre, un enjeu de niveau 5 correspond à un enjeu qui, si jamais il n'est pas maîtrisé, il peut mettre en cause l'existence même de l'entreprise. Sa maîtrise est donc indispensable à son existence. Ce tableau est une méthode visuelle pour classer les enjeux selon les deux critères d'importance et de performance. La matrice définit des zones avec des préconisations. Ce classement aidera l'entreprise à construire son plan stratégique. Dans cette troisième étape, il s'agit de rédiger un premier projet de plan stratégique comprenant une description synthétique de la situation de départ, points forts, points faibles,
les raisons qui justifient l'engagement d'une démarche de développement durable, risques et opportunités, la liste des enjeux qui caractérisent le développement durable dans l'entreprise et le positionnement de cette liste dans la matrice performance-importance de façon à dégager les enjeux prioritaires. L'organisation et les moyens à mettre en œuvre pour conduire le plan, responsabilité, communication, principaux indicateurs, etc. et les modalités permettant au personnel de s'impliquer dans le déploiement du plan. Il faut ensuite faire valider le plan stratégique par les responsables des différents services, par des représentants du personnel et par d'autres parties prenantes jugées importantes pour la réussite du projet. Et le compléter en incluant des objectifs chiffrés. Enfin, il faut désigner des correspondants développement durable dans chaque service et obtenir l'engagement de la direction sur ce plan stratégique. Dans cette étape, il s'agit de constituer un groupe de travail pour établir les plans d'action. Dans une grande entreprise, il pourra être utile de constituer plusieurs groupes de travail, chacun se spécialisant sur une partie des enjeux. Choisir les actions à engager. Pour ce faire, on peut faire un brainstorming pour proposer des actions, puis sélectionner les actions grâce à une grille multicritères. Exemple de grille possible, l'avantage économique, la pression réglementaire, le risque pour l'image de l'entreprise, le ratio avantage-coût, la facilité de mise en œuvre, le soutien du personnel, etc. Il s'agit également de rédiger les plans d'action de façon précise pour le court terme, qui, quoi, où, quand, comment, de façon plus globale pour le moyen et le long terme. Ne pas oublier le plan de communication, le plan de formation et le plan de reporting. Enfin, il faut assurer une validation budgétaire des actions, suivie d'une correction du plan stratégique si besoin. La dernière étape est le contrôle, où il s'agit d'assurer une communication interne qui comporte des actions telles que insérer les résultats dans le journal d'entreprise, faire le point mensuellement en réunion de service, attribution d'une rubrique sur le panneau d'affichage du service, conférence annuelle sur le développement durable, etc. Et une communication externe à travers un rapport annuel de développement durable, un site internet, l'affichage sur le lieu de vente, la présence dans les médias, une newsletter à l'intention des clients, fournisseurs, parties prenantes, etc. Il s'agit également de suivre les indicateurs et assurer le reporting en comité de direction et lancer des actions correctives, ainsi qu'entretenir une dynamique de progrès permanent. Sur le thème du contrôle et des indicateurs, on consultera avec profit les propositions du GRI, Global Reporting Initiative. Un mot sur le GRI. Le GRI est une organisation créée en 1997 pour aider les entreprises, les ONG et les administrations à rendre compte de façon commune de leurs performances dans le domaine du développement durable, économique, environnemental et social. L'objectif est en particulier d'inciter les entreprises à publier des rapports standardisés pouvant donner lieu à des comparaisons et des audits. En pratique, le GRI propose des règles et des conseils sur la façon d'établir un rapport de développement durable. Il définit en particulier un référentiel d'indicateurs dont le détail est disponible sur le web. Ce slide présente une liste d'ouvrages dont certains ont été utilisés pour développer cette capsule et d'autres qui sont présentés à titre complémentaire. Merci pour votre attention.